Voilà, donc on procède de la même manière que précédemment, c'est-à-dire qu'on commence par revêtir le membre d'une épaisseur de jersey. Toujours avec douceur, toujours en pensant qu'on a un membre fracturé. On libère la métacarpophalangienne du pouce, et ainsi toute la première colonne. On recouvre ensuite le membre de velband pour le protéger, en faisant en sorte d'avoir à peu près 2 épaisseurs partout. Une petite fente pour la colonne du pouce. À ce moment-là, on déroule les quelques premiers centimètres pour poser avec précision sur la partie proximale, toujours devant au début, et on descend. Sans trop serrer, la bande de plâtre se pose. La bande de résine encore plus. Jamais vous ne devez tirer sur le plâtre au risque d'être très compressif et d'avoir des compressions sous plâtre, ce qui est ce que vous craindrez systématiquement. Alors on le fend autant que nécessaire pour libérer la colonne du pouce. Toujours penser, comme vous allez le voir, à laisser libre la flexion palmaire des doigts, enfin le pli de flexion palmaire. Voilà, c'est un geste très important d'attraper la colonne du pouce, ça permet à la fois de mouler la paume de la main et de libérer la colonne du pouce. On travaille le plâtre jusqu'à ce qu'il sèche. La première bande étant posée, on peut replier le jersey. Vous verrez que le jersey colle assez facilement au plâtre mouillé, donc c'est plutôt pratique quand on le replie. Il n'a pas tendance à remonter, il reste dans la position dans laquelle vous le mettez. Vous voyez donc que vous avez une pince pouce index et même une police digitale complète jusqu'au 5e doigt, qui est complètement libre. Et une flexion de coude, c'est très important. Une flexion de coude qui est libre, ça permet d'éviter à la fois d'abîmer le plâtre et surtout d'abîmer une petite flexion du coude, parce que les patients n'attendront pas pour plier leur coude et il est important que la flexion soit libre. Pour bien recouvrir le jersey. En la posant simplement, évidemment, sans tirer dessus. Donc on lisse bien. Toujours avec patience, il faut attendre que le plâtre sèche. Alors donc vous voyez qu'on a une colonne du pouce parfaitement libre, avec un pouce qui n'est pas agressé par le plâtre, des doigts longs qui sont eux-mêmes parfaitement libres, qui peuvent bien venir se poser avec le pouce, avec une fonction de la main qui est donc quasiment intégralement conservée. Une flexion du coude qui est parfaitement libre également. Alors on va vous montrer comment on réalise un bivalvage de plâtre. C'est un geste qui est très important, que vous serez amené à faire chez tous vos malades qui ont des douleurs sous plâtre et chez qui en tout cas vous avez un doute sur une compression sous plâtre. Le bivalvage de plâtre, c'est un geste indispensable à maîtriser. Et vous voyez ici qu'on a dessiné sur cette planchette le trajet du bivalvage. Donc en fait il va falloir réaliser 2 traits de fente de plâtre. Un qui sera donc plutôt sur le bord radial et l'autre qui sera plutôt sur le bord ulnaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que avec ce bivalvage, on pourra, si on le désire, conserver uniquement une attelle palmaire, une attelle dorsale, mais plutôt une attelle palmaire en général, et donc ça permet de ne pas perdre le bénéfice qu'on peut tirer du plâtre de manière complète. Donc, avant toujours de bivalver un plâtre, pensez à matérialiser par un trait de stylo ou de feutre le trajet de votre bivalvage, toujours en gardant à l'esprit que vous devez pouvoir utiliser le plâtre au moins en tant qu'attelle après l'avoir bivalvé. Et ensuite, pensez à rassurer vos patients sur cet instrument de torture qui est une scie à plâtre. La scie à plâtre ne coupe pas, elle vibre. Elle vibre et c'est vrai. C'est-à-dire que si vous faites ça, vous ne vous coupez pas.
ça fait pas mal. Alors, la scie à plâtre ne coupe pas, en revanche elle vibre, et ce qui veut dire que ça permet de couper ce qui est rigide, mais pas ce qui est mou. Donc le patient ne craint rien parce qu'en plus il est protégé par de la velbande, etc. Donc vraiment, rassurez-le, ça fait très peur une scie à plâtre, mais ça fait pas mal du tout. Vous voyez que le mouvement n'est pas un mouvement de va-et-vient, mais un mouvement de haut en bas. Voilà, donc vous avez bien vu que pendant le bivalvage, le geste, c'est pas un mouvement de va-et-vient, sinon ça coupe rien du tout. C'est un mouvement de haut en bas, c'est la pression qui permet de couper, on se décale à chaque fois. Quand on a bien fendu le plâtre en entier, on peut introduire cet instrument qui permet d'écarter les berges du plâtre fendu. Voilà. Voilà, donc à ce stade, vous avez deux possibilités, en fonction de ce qu'il y a sur votre plâtre et de ce que vous désirez faire. La première, c'est tout simplement de recouvrir le plâtre bivalvé d'une bande Velpo. En effet, en général, le simple bivalvage permet de lever la compression, puisque c'est le fait qu'il est trop serré qui entraîne les compressions. Le bivalvage soulage votre patient. Et donc on recouvre ensuite le tout d'une bande Velpo pour éviter que ça se démonte, évidemment sans la serrer. Voilà. Alors la deuxième possibilité, c'est tout simplement de retirer le capot dorsal et de transformer votre plâtre en une attelle. Et vous voyez donc que grâce au trajet préalablement réfléchi du trait de scie à plâtre, eh bien on peut avoir une attelle palmaire tout à fait satisfaisante qui immobilise le poignet de manière très efficace. Donc le capot est d'autant plus facile à enlever que le plâtre est sec. Sur un plâtre humide, c'est toujours plus difficile. Voilà, ensuite vous pouvez recouvrir votre attelle d'une bande Velpo. Cette technique de bivalvage est identique à celle que vous utiliserez pour un BAVP, si ce n'est qu'elle montera plus haut. Voilà. Donc on va maintenant vous montrer comment on réalise un BAVP, donc un plâtre brachio-antébrachiopalmaire.